Bienvenue pour cette exploration des documents qui nous ont été fournis. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier très localisé, mais qui soulève des questions assez universelles, je trouve. Hmm, Ça concerne le quartier de Rive à Nyon, en Suisse. On a reçu un compte-rendu vraiment détaillé, avec beaucoup d'observations et pas mal de photos datées. oui, Et tout ça met le doigt sur des problèmes apparemment de stationnement et aussi de nuisances sonores. c'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décrypter tout ça, de comprendre les frustrations qui sont exprimées et les questions que ça pose sur l'application des règles là-bas. Exactement. On va vraiment passer au crible des situations très spécifiques qui sont documentées sur des périodes assez longues d'ailleurs. Pour le stationnement, on parle d'avril 2022 à mars 2023, donc presque un an. Ah oui, quand même. Et pour les nuisances liées à un pub, c'est encore plus long. De juin 2021 à mars 2023. Quasiment 2 ans d'observation. 2 ans? L'idée, c'est de voir ce que ces exemples concrets, tels qu'ils sont rapportés, pourraient suggérer sur la réalité quotidienne des habitants. Et comment ça se confronte aux règles officielles. D'accord. Alors, commençons par le stationnement. C'est souvent un sujet sensible en ville, hein. Oui. Le document rapporte une affirmation assez étonnante qui viendrait d'un assistant de police. Apparemment, on n'aurait pas d'amende si on dit qu'on est en train de décharger. Déchargé. Oui, mais ce déchargement, tel que c'est décrit, il a l'air un peu particulier. Ça pourrait durer longtemps, se faire à plusieurs endroits, voire même toute porte fermée, donc invisible de l'extérieur. L'auteur du document, en tout cas, semble très sceptique. Bah oui, c'est une notion pour le moins ambiguë. Décharger, normalement, ça sous-entend une action brève, justifiée, vous voyez. Oui, claro. Si on étend ça à des heures de stationnement sans aucune activité visible, forcément ça brouille les pistes. D'ailleurs, le document illustre bien cette perplexité avec un exemple qui revient souvent, une 2CV verte. Ah oui, j'ai vu ça. Elle est photographiée plein de fois, toujours aux mêmes endroits, et apparemment elle reste là des heures sans bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que cette situation est mise en opposition directe avec celle d'un commerçant du coin, le boulanger Bonin. C'est ça. Lui, d'après le document, il ne pratique pas ce genre de déchargement à rallonge. Il paye un macaron de stationnement, donc un permis résidentiel payant, comme d'autres résidents d'ailleurs qui, eux aussi, galèrent parfois à trouver une place, d'après ce qui est dit. Et c'est là justement qu'on touche à la tension potentielle que le document met en évidence. Oui, D'un côté, on a une interprétation qui semble très large, peut-être même une tolérance allégée de cette règle du déchargement, et de l'autre, des résidents, des commerçants qui payent pour stationner et qui pourraient se sentir un peu lésés ou en tout cas avoir du mal à trouver la place qui leur revient. hmm, je vois. Le document va même plus loin. Il émet une hypothèse. Sur les pendulaires, hein, Exactement. L'idée que des personnes pourraient profiter de ce système. c'est-à-dire comment ça marcherait. Ben, l'idée soulevée, c'est que des gens laisseraient leur voiture tôt le matin, ou tard le soir peut-être, pour prendre le bateau de la CGN, qui est juste à côté d'ailleurs, D'accord. et ils reviendraient plus tard, peut-être pour covoiturer, et hop, ils éviteraient les frais de parking officiels. L'auteur suggère que le manque de contrôle supposé, à ces heures-là, faciliterait la chose. D'accord. Bon, c'est une hypothèse, mais est-ce que vous pensez que c'est plausible ou c'est juste une spéculation de l'auteur? Alors, le document présente ça vraiment comme une hypothèse pour expliquer la saturation qu'il observe. Il n'a pas de preuve formelle, donc ça reste une supposition de l'auteur, oui. Mais cette hypothèse, elle s'appuie quand même sur toute la documentation fournie. La fameuse liste de dates et de photos. Voilà, une longue série de dates, d'heures, de photos, sur presque un an, pour essayer de montrer cette présence prolongée, répétée de certains véhicules. Il y a même l'histoire d'un scooter qui, je cite, n'aurait pas bougé d'un millimètre depuis longtemps. Oui, c'est vrai que cette accumulation de détails, toutes ces photos datées, ça fait presque enquête citoyenne. Ouais. C'est un peu ça. L'objectif semble assez clair, montrer que ce n'est pas juste un incident isolé, mais un schéma qui se répète. Tout à fait. Et la question finale, posée avec ironie, est-ce qu'on ne décharge pas? Elle résume bien le doute sur la validité de cette excuse du déchargement, en fait. Exactement. La méthode employée, elle vise clairement à établir une chronicité et à interroger l'efficacité de la surveillance de cette règle. C'est quoi au juste la définition précise du déchargement pour les autorités locales? Comment c'est contrôlé sur le terrain? Le document, par son insistance, il suggère qu'il y a une faille perçue dans le système, ou en tout cas une application qui pose question à l'auteur. Hmm. Et ça nous amène assez naturellement à l'autre gros morceau du dossier. Les nuisances sonores. Voilà, le Fisherman's Pub. Le document commence par rappeler ce que l'auteur croit savoir des règles légales. Fermeture à minuit en semaine, 2 heures du matin le week-end. Oui. Mais avec une précision importante.
à l'intérieur. Or, la description qui suit, elle, dépeint une réalité bien différente pour la terrasse. C'est ça. Le contraste entre la règle supposée et la réalité observée, c'est vraiment le cœur de cette partie du dossier. La terrasse est décrite comme souvent bondée, parfois même jugée pas suffisante pour le nombre de clients. Ce qui générerait des nuisances insupportables, selon les mots de l'auteur. Oui, et point important, ça ne serait pas limité à l'été, à la belle saison. C'est ça qui m'a interpellée aussi. Il est mentionné l'utilisation de réchauds à gaz sur la terrasse en hiver. Si c'est vrai, ça veut dire que l'exploitation de cet espace extérieur, et donc les nuisances potentielles pour les voisins directs, ça deviendrait annuel, plus juste saisonnier. Oui, ça change complètement la donne par rapport à une nuisance estivale classique, si on peut dire. D'ailleurs, l'auteur exprime un sentiment assez fort d'impuissance, voire d'abandon. Il écrit noir sur blanc « On se fout des habitants ». C'est direct ? Oui, et il cible même spécifiquement ceux qui habitent dans les appartements subventionnés juste à côté. Cette phrase, elle traduit une vraie exaspération et peut-être aussi un sentiment d'injustice sociale qui couve. Et ce sentiment d'être ignoré, il semble renforcé par une autre affirmation du document qui est assez surprenante. Laquelle? Que la police n'interviendrait que si c'est le pub lui-même qui le demande. Ah oui, Si c'est vrai, ça pose question, hein. Normalement, on s'attendrait à ce que la police intervienne sur plainte de n'importe qui constatant une nuisance. absolument. C'est le principe de base. Si la police n'agissait vraiment que sur demande de l'établissement qui est potentiellement la source du problème, ça soulèverait de sérieuses questions. Des questions sur l'impartialité, sur l'efficacité de l'application des règlements, sur le bruit, la tranquillité publique. Oui. Le document donne d'ailleurs un lien vers le site SHEA-CH sur les droits des locataires face au bruit. Ça montre que l'auteur cherche des recours ou en tout cas des confirmations légales. Et comme pour le stationnement, le problème est présenté comme quelque chose de récurrent, connu depuis des années. C'est ça. Et là encore, on a droit à une avalanche de photos datées de juin 2021 à mars 2023. Oui. Encore une fois, cette documentation photo, elle vise à prouver la persistance du problème, comme pour le stationnement. Et l'ironie, c'est vraiment un fil rouge dans ce document, hein. Oui, on la sent bien. On la retrouve aussi avec la mention de la période du Paléo Festival. Apparemment, c'est le seul moment jugé normal parce que le pub serait fermé. Ah oui. Et l'auteur suggère avec sarcasme que les exploitants sont peut-être occupés au festival, peut-être on décharge au festival. Ça fait écho au problème de stationnement. Ce parallèle ironique entre décharger au festival et décharger sa voiture, c'est assez mordant, oui. Il y a aussi une autre préoccupation qui est ajoutée, plus liée à la sécurité publique. Ah oui. L'auteur s'inquiète du nombre de clients qui pourraient reprendre leur voiture après avoir bu. C'est un angle différent, ça dépasse la simple nuisance sonore. C'est vrai, ça élargit le spectre des préoccupations soulevées. Au-delà du bruit, il y a la question de la responsabilité, des risques potentiels liés à l'activité du pub. Et l'ensemble de ces observations, que ce soit sur le stationnement ou sur le pub, ça semble converger vers une question plus fondamentale en fait. Laquelle ? Celle de l'équité et de l'application des règles dans ce quartier. Justement, le document aborde cette question de l'équité de manière plus directe. Il s'intéresse à une personne en particulier. Oui, Le propriétaire d'une Jeep, un véhicule qui a aussi été photographié en stationnement jugé problématique par l'auteur. Le texte donne des infos tirées du registre du commerce via un lien Money House, noté comme payant sur ses activités pro. oui. Le document mentionne qu'il serait gérant d'une société, Barroin-Sarlel, dont l'adresse serait proche de bâtiments administratifs, gouvernement, police, selon le texte. D'accord. Et il serait aussi gestionnaire d'une autre entreprise, Byfresh SARL, qui louerait le restaurant de la commune de Nyons. Mhm. Et l'auteur note aussi que cette personne habiterait à Luins, décrit comme un endroit dans le calme absolu. Cette juxtaposition d'informations, elle est assez frappante, je trouve. Oui, D'un côté, les nuisances, les problèmes de stationnement vécus arrivent. De l'autre, une personne qui semble liée à ces observations, qui aurait des liens d'affaires locaux, mais qui vivrait au calme ailleurs. L'auteur ne formule pas d'accusation directe, mais on sent poindre un malaise, une sorte de questionnement implicite. Comment on interprète cette démarche, Sam ? c'est une technique narrative assez classique dans ce genre de plaidoyer citoyen ou de dénonciation, en mettant en parallèle ces différents éléments. La situation vécue arrive, les activités, le lieu de résidence d'une personne liée au fait. L'auteur nous invite en fait à nous interroger. Sur une possible iniquité ? Voilà, sur un potentiel deux poids, deux mesures. Sans l'affirmer clairement, il sème le doute sur l'égalité de tous face aux règles et face aux nuisances. Et ce doute, il est encore accentué par une comparaison très explicite avec un autre endroit de Nyon. La place des marronniers. Exactement.
Le document montre des photos de cette place, datées d'août 2021, vers 22 heures. Mhm. Et il affirme qu'à cette heure-là, là-bas, la police ferait respecter la tranquillité. Et là, la question rhétorique fuse, est-ce qu'il peut y avoir des repères différents? Oui, et cette comparaison, elle est vraiment cruciale pour l'argumentaire de l'auteur. Elle vise à montrer concrètement ce qu'il perçoit comme une application différente des règles de tranquillité publique dans la même ville. D'un côté, un lieu où l'ordre serait maintenu dès 22 heures. C'est ça. Et de l'autre, le quartier de Rive où, selon les observations rapportées, les nuisances dureraient bien plus tard. Ça alimente directement ce sentiment d'injustice. On comprend mieux alors la conclusion, ou plutôt la réflexion finale du document. Elle est assez forte, je trouve. Oui, Lorsque Justitia, la justice personnifiée, applique la loi différemment, elle devient indigne de confiance et il devient difficile à faire respecter des règles aux autres. Mm. C'est une charge assez lourde contre l'idée d'une justice ou d'une application des règles qui ne serait pas la même pour tous. oui, en effet. Cette phrase, elle résume bien l'impact potentiel d'une perception d'iniquité. Au-delà des désagréments très concrets, le bruit, le manque de place de parc, ce qui semble miner le plus l'auteur, c'est ce sentiment que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, Et cette perception, qu'elle soit justifiée ou non, ça notre analyse ne peut pas le déterminer, elle peut avoir des conséquences assez néfastes sur la cohésion sociale, sur le respect des normes collectives. Si on pense que les autorités sont partiales ou laxistes avec certains, pourquoi est-ce qu'on respecterait soi-même scrupuleusement toutes les règles ? c'est une spirale négative potentielle, oui. Donc, si on récapitule un peu notre parcours dans ces documents sur Rivagnon, on a d'un côté des observations très très détaillées, presque obsessionnelles, avec les photos, les dates, Oui, quasi quotidienne parfois. sur des problèmes de stationnement qui semblent irréguliers et sur des nuisances sonores persistantes liées à un pub. Et de l'autre côté, une interrogation constante sur l'application des règles et un sentiment d'inéquité qui semble en découler. C'est tout à fait ça. Le dossier met vraiment en lumière une tension palpable entre, d'une part, les règlements tels qu'ils sont compris ou souhaités par l'auteur, et d'autre part, la réalité observée et vécue sur le terrain, telle qu'il la rapporte. Hmm, Les exemples précis, la 2CV, le scooter, le pub, la Jeep, ils servent d'illustration à un questionnement plus large, un questionnement sur la cohabitation en milieu urbain dense et surtout sur la confiance envers les instances qui sont censées réguler cette cohabitation. Au fond, ce dossier très local, il soulève des questions qui résonnent bien au-delà de Nyon, en fait. Ah oui, clairement. La gestion du stationnement, la cohabitation entre les résidents et les établissements de nuit, la perception de l'équité dans l'action publique, ce sont des enjeux qu'on retrouve dans beaucoup de villes. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière piste de réflexion pour conclure. Je vous écoute. Ce dossier, il illustre la démarche d'un citoyen qui documente de manière très méticuleuse son expérience, ses griefs. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que ce type de veille citoyenne, même si elle est parfois subjective, peut interagir de manière constructive avec les mécanismes officiels, Bonne question. les mécanismes de contrôle, de plainte, de décision d'une municipalité. Quelle place on donne à cette parole documentée pour qu'elle ne reste pas juste lettre morte ou une simple source de frustration, mais qu'elle contribue peut-être à améliorer la situation? La question de la visibilité et de la cohérence perçue de l'action publique, elle semble vraiment centrale ici, pour maintenir ou peut-être restaurer la confiance.